Nous sommes le matin du 1er janvier 1917, à Saint-Pétersbourg, alors nommé Petrograd. Deux ouvriers se rendent au travail. Pour cela, ils passent le pont Petrovski, qui enjambe la Neva, le fleuve qui traverse la ville. Et ce matin-là, un détail attire leur attention. Il y a des traces de sang sur le parapet. Ils vont alors informer la police de leur découverte, et le lendemain, on repêche le corps gelé d'un homme. Il s'agit de la personnalité la plus importante mais aussi la plus détestée de Russie. Son aura mystique est telle que certains viennent puiser l'eau à l'endroit même où son corps a fait surface, tandis que d'autres célèbrent sa mort sans aucune retenue. Privyet, les rorquals. Alors oui, je sais, le rorqual n'est pas un poisson, mais un mammifère marin de l'embranchement des chordés, ordre des cétacés, sous-ordre des mysticènes, famille des balénoptéridés. Oui, bon, ok, on est là pour passer un bon moment et s'amuser. Avec ce genre de détails débiles dont tout le monde se fout. Bref, on va pas s'énerver pour ça, quoi. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage dans le temps et l'espace, puisqu'on va partir loin, très loin, vers le pays de la harpe basse et des pirochki. J'ai nommé la Russie. Et nous marcherons dans les derniers pas d'une figure à l'origine de près d'un siècle de controverses. Et je suis sûr que vous avez déjà presque tous entendu parler de ce nom. Venu du fin fond de la Sibérie, notre personnage du jour tutoyait le tsar et séduisait autant les duchesses que les paysannes. Sa devise ? Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Certains le pensaient envoyé par Dieu, alors que d'autres le voyaient au service de Satan. Mais tous étaient unanimes pour dire qu'il avait des pouvoirs magiques. Et bien qu'elle soit passionnante, nous n'allons pas nous intéresser à sa vie. Sinon là, ce serait plus une bulle, mais un jacuzzi. Mais simplement à sa mort énigmatique. Vous êtes prêts les rorquals ? Alors, Davaï, essayons quelques instants de soutenir le regard de Grigori Efimovitch Rasputin. Nous sommes le 29 décembre 1916 à Petrograd. Minuit vient de sonner et une voiture se gare derrière la maison de Grigori Rasputin, un pèlerin qui, au fil des années, est devenu très proche du pouvoir. La portière de la voiture s'ouvre et un homme descend. Il s'agit du prince Félix Yusupov, l'un des hommes les plus importants et les plus riches de la Russie de l'époque. Il vient chercher Rasputin pour l'emmener chez lui faire la bringue. Il lui a proposé de rencontrer sa femme, la princesse Irina. Et Rasputin, en homme qui aime faire la fête, encore plus avec des gens si haut placés, et dans l'un des palais les plus somptueux du pays, s'est laissé tenter. Et il faut dire qu'il en a fait du chemin Rasputin depuis sa Sibérie natale. C'est un moujik, un paysan russe, qui après un pèlerinage de près de 15 ans dans les monastères de Russie, s'est vu convié à Saint-Pétersbourg pour satisfaire les curiosités ésotériques des dames de la haute société. Ses dons de guérisseur et son charisme sont rapidement arrivés jusqu'aux oreilles de la tsarine qui avait bien besoin de ses pouvoir. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Retournons plutôt chez le prince Yusupov. Les deux hommes viennent d'arriver devant le palais du prince. Ils se trouvent juste ici, devant la rivière Moïka. Et ils arrivent alors devant le hall de la propriété. Une petite musique monte de l'étage. Rasputin s'inquiète car Yusupov lui avait promis qu'il serait en petit comité. Mais le prince le rassure en lui disant que sa femme est à l'étage, qu'elle finit une petite soirée entre amis et qu'elle va rapidement les rejoindre. Voilà, dans le sous-sol spécialement aménagé pour leur petite sauterie. Mais en réalité, la princesse Irina n'est pas vraiment à l'étage. Elle est à plus de 1500 km de là, en Crimée. Rasputin ne s'en doute pas, mais la musique qu'il a entendue provient d'un gramophone et au-dessus de lui se trouve juste 4 hommes qui ont juré de le tuer et qui font semblant de faire la fête pour le tromper. Et l'un d'entre eux n'est autre que Dimitri Pavlovitch, le neveu favori du tsar et l'amant supposé de Félix Yusupov. Alors oui, le prince était marié, mais bon, les femmes, c'était pas non plus trop son truc. Mais alors, pourquoi vouloir buter tant que ça, ce brave homme ? Regardez ce cher Rasputin, il a pas l'air dégueulasse. Oui, bon, mais bon, c'est pas une raison. En fait, Rasputin a rapidement réussi à prendre un ascendant assez puissant sur la famille du tsar, puisqu'il était le seul à pouvoir soigner les crises d'hémophilie de l'unique héritier direct de la dynastie, le tsarevitch Alexei, le dauphin si vous préférez. Pour rappel, l'hémophilie est une maladie qui empêche le sang de coaguler. Autrement dit, si vous vous coupez ou vous vous blessez, vous risquez la mort car votre plaie ne cicatrise pas et continue tout le temps à pisser le sang. Pour guérir momentanément le tsarevitch, Rasputin commençait par lui retirer ses cachets d'aspirine, qui pour rappel, l'aspirine permet de fluidifier le sang et donc c'est plutôt déconseillé pour les homophiles, pour la raison que du coup, voilà. Puis il lui donnait quelques herbes médicinales et surtout il lui parlait pour l'apaiser. Et en l'apaisant, son sang circulait moins vite, et il en perdait donc moins et se rétablissait. Mais avec Rasputin, tout ne s'explique pas forcément par la logique, puisque d'après la légende, il aurait réussi à soigner le tsarevitch alors aux portes de la mort, tandis qu'il se trouvait à plus de 1000 km de lui. Étrange. La tsarine Alexandra voyait donc en Rasputin un homme extrêmement important puisque, en définitive, il était le seul capable d'apaiser les maux de son fils. Mais retournons à Saint-Pétersbourg. Pitié pour les vrais, pour les trous quoi.
Le prince Yusupov est avec Raspoutine dans un sous-sol du château. Mais n'allez pas imaginer une cave glauque. On est quand même chez un prince, pour rappel. Les conjurés ont prévu de tuer Raspoutine avec du cyanure, et pour être sûr de ne pas rater leur coup, ils en ont mis dans tout ce que Raspoutine pouvait bouffer. Les petits fours, le vin, etc. Et Yusupov réussit à convaincre Raspoutine de casser la croûte en attendant la princesse Irina. Seulement voilà, Raspoutine mange, boit, mais il ne meurt pas. Au pire, il tousse un petit peu, mais sans plus. Rien ne se passe. Le prince a de son côté un petit peu de mal à rester zen, d'autant plus que Raspoutine de son côté commence à s'impatienter. Souvenez-vous, il pense que la princesse Irina, qui est juste au-dessus, ne va pas tarder. Histoire d'attendre, le prince, qui croit que ce n'est qu'une question de temps avant que Raspoutine ne meure, lui joue un peu de guitare. Mais finalement, voyant que rien ne se passe, il commence à penser que Raspoutine a des pouvoirs extraordinaires et trouve un prétexte bidon pour remonter voir ses acolytes et leur dire que le poison est inefficace. Un peu paniqué donc en la présence de ses amis conspirateurs, il prend le revolver de l'un d'eux et redescend auprès du Tsarets. Starets, c'est un mot russe qui désigne un moine ou un ermite considéré comme un prophète. C'est une sorte de titre religieux que bien sûr Raspoutine possédait. Bref, Yusupov redescendu auprès de Raspoutine. Les deux hommes alors parlent un peu et Raspoutine commence à devenir nerveux. Il faut dire que depuis quelque temps, il a le pressentiment qu'il va mourir. Finalement, eh bien oui, il avait plutôt raison puisque Yusupov brandit son revolver et presse la gâchette. Raspoutine s'effondre. Yusupov ne se sent pas bien devant le cadavre de sa victime, mais décide de prendre son pouls, histoire d'être bien sûr. Il se baisse alors sur le corps, mais à ce moment précis, Raspoutine réouvre les yeux. Il se rue alors sur le prince et commence à l'étrangler en hurlant son prénom. Je vous laisse imaginer le niveau de sueur de Yusupov à ce moment-là. Ceci dit, Yusupov parvient à s'enfuir et à prévenir ses compères. Raspoutine s'enfuit alors aussi de son côté. Il s'en sort alors par une porte dérobée qui donne sur la cour de la propriété. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas assez rapide et les conjurés le rattrapent. Plusieurs coups de feu retentissent et une balle le touche dans le dos. Il s'écroule alors dans la neige et cette fois-ci, il ne se relèvera pas. Son corps est alors enroulé dans une couverture et emmené sur le pont Petrovski, l'un des rares endroits de la ville où la rivière ne gèle pas totalement. On le jette alors par-dessus la rambarde et la suite, vous la connaissez. Et avec ce crime aussi horrible que mal préparé, eh bien oui, la police les a retrouvés. D'autant qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de parler de leur sale coup. Mais le tsar n'a pas voulu faire de procès. C'est que la population russe approuvait massivement ce meurtre. Seuls 2 suspects sont interrogés et ils sont finalement exilés sur de lointains domaines. Et ironie du sort, cet exil leur a permis de traverser en un seul morceau la révolution russe. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Mais enfin, Chris, comment Raspoutine a fait pour survivre au poison? Et pourquoi il a fallu lui tirer dessus plein de fois? Et dans les légendes, le bruit court qu'il aurait survécu à tout et que finalement, il ne serait mort que noyé. Pas de panique, pas de panique, on y vient. Alors d'abord, le poison. Le fournisseur du cyanure qui a imprégné les petits gâteaux et compagnie était un médecin du nom de Lazovert. Et en tant que médecin, il n'a pas pu se résoudre à donner consciemment la mort et à remplacer donc au dernier moment le cyanure par une substance inoffensive. L'autopsie de Raspoutine plus tard a montré que, eh bien justement, il n'avait pas une seule trace de poison dans le sang. Et pour ce qui est des balles, le prince Yusupov tira à bout portant sur lui, mais sans endommager d'organes vitaux. Et c'est donc pour ça que le Starets a réussi à se relever. Et la balle qu'il prit dans le dos lui a causé une autre blessure, mais il a été achevé véritablement par une balle dans la tête, visiblement sur les photos de son cadavre. Et pour la fameuse noyade qu'il aurait apparemment achevée, car il aurait survécu à tout le reste, eh bien, ce n'est qu'une légende. Le médecin légiste n'avait pas remarqué d'eau dans les poumons de Raspoutine. Il n'était donc plus en vie quand il atterrit dans la Neva. Là encore, c'est le médecin légiste qui apporte les preuves. Il y a un autre mystère concernant Raspoutine, puisqu'il y aurait eu un 6e conspirateur le soir de l'assassinat du Starets. Et il s'agirait d'un certain Oswald Renner, un espion anglais qui a quitté Saint-Pétersbourg très peu de temps après la mort de Raspoutine. Cette théorie s'appuie sur le fait que la balle qui aurait été retrouvée dans la tête de Raspoutine était d'une arme anglaise. En outre, l'espion en question, lui, sa mission était très simple, il devait empêcher que la Russie ne se retire du conflit. Puisque je vous le rappelle, on était en pleine Première Guerre mondiale. Et en gros, si la Russie se retire, les Allemands pourraient concentrer leurs forces sur le front Est et donc la France, et ainsi peut-être gagner la guerre. Et oui, parce que Raspoutine était aussi connu pour une chose, c'était de ne pas cesser de répéter qu'il fallait se barrer du conflit, que c'était pas notre problème. Et si le tsar finissait par l'écouter, c'était le bordel dans tout le reste de l'Europe. Mais attendez, ça ne veut pas dire pour autant que Raspoutine s'en va sans laisser de mystère. En effet, quelques semaines avant son assassinat, Raspoutine a écrit une mystérieuse lettre au tsar. Et voilà ce qu'elle disait. Je sens que je dois mourir avant le nouvel an. Si je suis tué par mes frères paysans, toi, tsar de Russie, n'aie pas peur. Reste sur ton trône et gouverne. N'aie pas peur pour tes enfants car ils régneront pendant 100 ans et plus. Si ce sont tes parents qui ont provoqué ma mort, alors personne de ta famille ne restera en vie pendant plus de 2 ans.
Ils seront tous tués par le peuple russe. 1 an et 7 mois plus tard, toute la famille impériale était assassinée par les bolcheviks. Alors les Rorquals, j'espère que ce petit voyage au pays des tsars ne vous a pas donné trop froid. Qu'est-ce que vous pouvez penser, vous, de la mort de Rasputin? Conspiration entre quelques hommes ou complot bien plus vaste, à votre avis? Quoi qu'il en soit, sa mort a signé le déclin de l'Empire russe. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur ce mystérieux Rasputin, je vous mets quelques liens en description. En attendant, je vous laisse, j'ai quelques petits fours à assaisonner. Et donc du coup, oui, je vous dis à bientôt dans une prochaine bulle féconde.